Hello tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de Corfou. La partie 1 portait sur l'histoire. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la voir sur le petit i qui s'affiche ici ou ici, je sais jamais. En tout cas, si vous avez déjà vu cette vidéo, vous êtes au bon endroit et nous allons commencer à explorer la multiculturalité de Corfou. Et bienvenue dans mon Odyssée! Alors, avant toute chose, disclaimer. Chaque expérience est unique. Et ici, je ne vais que témoigner de ma propre expérience, donc en tant que touriste passionné, on peut dire ça comme ça. Ne considérez surtout pas ma parole comme la pure vérité. Je vous encourage tout simplement à faire votre propre expérience. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de ma propre expérience, je vais vous donner le contexte dans lequel j'ai passé ce séjour à Corfou. Alors déjà, il faut savoir que je n'ai passé que 3 jours à Corfou, dont 2 jours de visite. C'est vrai que ça nous a un peu frustrés, il a fallu faire des choix, etc. Mais bon, voilà, les choses ont fait que je n'avais que 3 jours à Corfou. Alors, important à savoir aussi, c'est que j'avais un petit budget, donc il y a énormément d'activités luxueuses, des tours en yacht et des choses comme ça, dont je ne vais absolument pas parler ici. D'ailleurs, en parlant de petit budget, il faut savoir que les compagnies low cost atterrissent à Corfou également. Par contre, en parlant d'avion, il faut que je vous précise quelque chose qui a quand même son importance. Si vous avez peur de l'avion en général, ou même un tout petit peu peur, je vous conseille de fermer les yeux à l'atterrissage, parce que franchement, je n'ai absolument pas peur, mais je vous avoue que j'ai flippé à l'atterrissage, parce qu'on a vraiment l'impression que cet avion va s'écraser dans la mer. En plus, il y a des habitations, genre, on a l'impression qu'elles sont à 2 mètres de l'avion. Franchement, j'ai pas mal flippé. Au niveau du logement, j'ai choisi un Airbnb, tout simplement parce que j'étais toute seule, et donc je voulais loger chez l'habitant pour avoir un peu plus de contact, avoir des conseils, etc. Et Airbnb était la solution la plus facile pour faire ça. Ça m'a coûté plus ou moins 20 €, mais je tiens à dire qu'il y a énormément de choix au niveau des logements à Corfou, étant donné que c'est une ville très touristique, et donc je vous conseille de juste un peu farfouiller dans les sites, mais le conseil primordial, c'est de s'y prendre très à l'avance, pour peu que vous alliez en saison, puisque encore une fois c'est une destination très touristique, donc très demandée. Maintenant, partons à la découverte de Corfou. Alors oui, on a choisi Corfou Town, qui est en fait le nom en anglais, tout simplement parce que déjà c'est plus facile à distinguer, mais surtout parce que en fait c'est comme ça qu'est indiqué le nom de la ville partout à Corfou, vu que l'anglais est utilisé pour le tourisme. C'est bien entendu là où l'on trouve la plupart des attractions touristiques, donc je vous conseille fortement de loger à Corfou Town si vous voulez visiter un peu de tout. Comme je vous l'ai dit précédemment, c'est une ville et une île même très touristique. Donc ça va être assez facile pour vous de pouvoir communiquer avec les habitants parce qu'ils sont habitués à communiquer avec des touristes dans des langues étrangères. Et donc il va être assez courant de trouver des personnes qui parlent anglais, italien ou même français si vous avez un peu de chance. En tout cas, n'hésitez vraiment surtout pas à poser vos questions à des habitants étant donné qu'ils sont vraiment adorables, très ouverts et vraiment toujours prêt à aider. Très jusqu'Alice, c'est vrai, et en plus, j'avoue que mon père m'en avait parlé avant, et j'étais quand même assez motivée de voir ce que ça donnait, mais malheureusement, j'ai pas pu faire vraiment la fête avec des habitants de Corfou, donc bon, je vais être obligée d'y retourner pour tester la fête à Corfou, avec des gens fous, d'office. Au niveau de la nourriture, à Corfou, vous n'aurez que l'embarras du choix. Forcément, comme je viens de vous le dire, c'est extrêmement touristique. Je sais, je me répète, mais c'est quand même un peu le leitmotiv de cette ville, j'ai l'impression.
Bien sûr, faites attention, comme toujours, aux attrapes touristes, mais a priori, vous ne serez pas trop déçus. Je vous conseille les pizzas, étant donné qu'elles sont assez connues apparemment dans toute la Grèce pour être très bonnes là-bas, et la proximité avec l'Italie explique peut-être ces choses-là. Je vous conseille aussi, bien évidemment, les pitas. Alors, je sais ce que vous allez me dire, nous on a aussi des pitas et tout, mais ça n'a rien à voir avec ce que vous pouvez voir chez les Grecs en France ou dans les durum en Belgique ou n'importe quel nom utilisé dans les autres pays. Ça n'a rien à voir et c'est trop bon. Alors déjà, le pain est différent, comme vous pouvez le voir. Ensuite, ce n'est pas de la sauce grasse à l'intérieur. Il s'agit de tzatziki et là, tout prend son sens. Tout devient beau, tout devient bon. Je vous conseille vivement les pitas. L'architecture de la ville est assez ancienne et éclectique. Soit. En tout cas, même si on ressent fortement l'influence française et anglaise, clairement, celle qui domine, c'est l'influence italienne. D'ailleurs, il n'est absolument pas rare de voir des choses écrites en italien. On peut vraiment dire qu'il y a des liens étroits entre les habitants de Corfou et les Italiens. D'ailleurs, j'en profite pour un peu nuancer l'information que j'ai dit dans la première vidéo concernant l'occupation des Vénitiens à Corfou. C'est-à-dire que déjà, il faut bien garder à l'esprit que la culture grecque et la culture latine ont été à un moment dans leur histoire imbriquées l'une dans l'autre. D'ailleurs, on parle de culture gréco-latine, donc forcément ça a entretenu une certaine fraternité entre les deux populations. De plus, il faut préciser que lors de la première occupation des Vénitiens à Corfou, en fait, les habitants de Corfou se sont rendus volontairement aux Vénitiens. Bon, après, j'avoue que c'était probablement parce que les Ottomans n'étaient pas bien loin et donc ils voulaient pas se faire envahir par les Ottomans, mais c'est une autre histoire. En tout cas, ça mérite d'être clair. Il n'y a aucune rancune envers les Italiens à Corfou, bien au contraire. Enfin bref, tout ça pour dire que à certains moments, on se croirait vraiment en Italie. Franchement, c'est assez bluffant et c'était franchement pas pour me déplaire, étant donné mon amour pour l'Italie et pour la Grèce, donc bingo, franchement, c'était magnifique. C'est surtout dans le centre historique qu'on ressent cette terre d'Italie, et d'ailleurs je vous conseille fortement de vous y rendre et de vous perdre dans les petites ruelles du centre. C'était un pur régal, et je vous laisse avec un petit aperçu. J'imagine que beaucoup d'entre vous n'aiment pas trop visiter de musées. Par contre, je vous encourage à quand même regarder ce qui suit, étant donné que je ne vais pas vraiment juste parler des musées, de leur exposition, mais de ce qu'il y a autour, donc il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser. Comme un peu partout en Grèce, il existe un pack pour les musées de Corfou. Ce pack coûte 14€, 7€ en prix étudiant, ce qui est franchement convenable, étant donné que ça nous permet de visiter 5 musées en 3 jours. Que demande le peuple, franchement. Alors, attention, par contre, parce qu'il y a certains musées qui ferment à 20h, ce qui est assez tard pour des musées, mais il y en a certains qui ferment à 14-15h. Donc, il y a un écart vraiment énorme entre les fermetures de certains musées. Donc, je vous conseille de vérifier. Oui, c'est vrai que je me suis fait avoir. Donc ici, je vais vous présenter les 3 musées que j'ai pu visiter à Corfu Town. Je les ai visités en un jour, donc il y a franchement assez de temps pour le faire à son aise. Le premier musée que j'ai visité est le musée archéologique de Corfou. Alors déjà, ça n'a rien à voir avec le musée, mais petite mention honorable pour le trajet entre le centre historique et le musée. C'est un petit chemin en bord de mer, franchement
super agréable. J'ai kiffé, franchement, ça a fait partie de mon expérience du musée et c'est pour ça que je vous le partage ici. Alors le musée en lui-même est très très récent. Et au-delà d'être récent, il est surtout super moderne, ce qui offre un contraste assez intéressant entre le côté moderne du bâtiment et le côté très ancien de ce qu'il expose. Il est par contre un tout petit peu petit, ça se justifie par plusieurs raisons, notamment le pillage d'antiquités. C'est un autre débat, on va pas l'ouvrir, mais en tout cas il ne reste pas grand-chose à Corfou. Mais le musée a le mérite d'être là, a le mérite d'être beau, et franchement, même s'il est petit, il reste efficace. En 30 minutes, plus ou moins, c'est caisse. J'ai vraiment beaucoup apprécié les liens que le musée essayait de tisser entre le passé et le présent. Par exemple, il mettait en évidence le fait que les personnes dans l'Antiquité se parfumaient et on pouvait observer des petits flacons de parfum, ou alors il nous expliquait comment étaient faits les moules, les statues en moule. Et c'était vraiment super intéressant et ça nous montre en fait qu'il y a toujours un fil rouge qui est l'homme. Grosse mention honorable pour une partie du musée consacrée aux premiers archéologues. Alors déjà, il faut préciser que cette partie était vraiment grande, en tout cas proportionnellement au musée, elle était vraiment conséquente, et c'est assez rare que pour le noter. Franchement, j'ai rarement vu des musées archéologiques exposer comme ça des informations sur les archéologues, alors que franchement, les archéologues, c'est la base de l'archéologie, on s'entend. Le deuxième musée que je vais vous présenter, c'est le musée d'art asiatique de Corfou. Alors, j'avoue que ces concepts, je ne vous cache pas que j'étais assez sceptique et je m'étais dit pourquoi. Mais bon, j'ai quand même sauté le pas et puis il faut dire que l'entrée était dans le pack des musées, donc pourquoi pas. Et franchement, c'était une super surprise. Alors, déjà, le musée se place dans le magnifique palais de Saint-Georges, dont je vous avais parlé dans le premier épisode, et ce palais est juste grandiose, hyper impressionnant, en tout cas c'est le genre de bâtiment que j'adore, donc rien que le bâtiment en soi vaut le détour. Ensuite, j'ai été complètement scotchée par le mélange des styles, c'est-à-dire, on se retrouve en Grèce, dans un bâtiment anglais, de style néoclassique, qui, soit dit en passant, est fortement empreint d'une certaine influence gréco-romaine, à contempler des œuvres asiatiques. Franchement, c'est complètement fou, et encore une fois, ça représente exactement la multiculturalité à Corfou. Et pourquoi des œuvres asiatiques, me diriez-vous? En fait, c'est simple, c'est juste un hasard historique, on va dire ça comme ça. En fait, un grand ambassadeur grec de l'époque avait fait une énorme collection et l'a tout simplement léguée à la Grèce en spécifiant qu'il voulait que ce soit exposé à Corfou. Donc en fait, il y a d'autres collections privées qui se sont greffées et ça a créé une énorme collection d'œuvres asiatiques. J'ai d'ailleurs été très surprise par la taille de la collection. Franchement, c'est très impressionnant. Et en plus, tout est super bien exposé, tout est trié en fonction du pays d'où viennent les œuvres. Franchement, c'est super bien foutu. La collection est d'ailleurs tellement vaste qu'on peut aisément trouver quelques perles très intrigantes, et ma préférée est cette assiette en porcelaine chinoise qui était destinée à l'exportation vers l'Europe. Et ce n'est pas tout, parce que en plus de tout ce que je viens de vous dire, en bonus, on peut retrouver au rez-de-chaussée toute une exposition expliquant le passé britannique des îles Ioniennes ainsi que la destination première du palais de Saint-Georges. Il y a même des pièces
qui ont été maintenues telles qu'elles étaient pendant le protectorat britannique. C'est d'ailleurs assez marrant de se balader entre les œuvres chinoises pour après débouler sur un couloir avec une énorme pièce de style néoclassique avec des grands portraits de notables britanniques, franchement éclectique, encore une fois. Et si tout ce que je viens de dire ne vous a pas convaincu d'aller visiter ce musée, il y a une chose que vous ne pouvez absolument pas rater, c'est ces jardins. Franchement, déjà c'est gratuit, donc aucune excuse, c'est en plein centre historique, donc encore moins d'excuses, et ce serait vraiment dommage de rater une des plus belles vues de Corfou. Je vous laisse admirer. Alors, troisième et dernier musée que je vais vous présenter, il s'agit du Vieux Fort. Alors, petite précision, bien entendu, il ne s'agit pas vraiment d'un musée, mais plutôt d'un site. C'est plus un endroit pour se balader et découvrir les choses. Il faut savoir qu'il existe 2 forteresses à Corfou, le Fort Neuf et la Vieille Forteresse. Ici, j'ai choisi la Vieille Forteresse parce que de toute façon, je suis attirée par les choses anciennes, donc forcément. En plus, le Vieux Fort est compris dans le pack que je vous ai présenté précédemment, alors que le Fort Neuf, lui, ne l'est pas. Le Vieux Fort se situe en plein centre historique, et d'ailleurs, quand on monte tout en haut de sa citadelle, on peut vraiment apprécier sa situation géographique parfaite. C'est-à-dire que la mer nous entoure, et en face, on a une vue imprenable sur tout Corfou. C'est clairement un panorama qu'il ne faut absolument pas rater. Alors, l'architecture est vénitienne, c'est très très vieux, on sent la vieille pierre, on sent vraiment les années qui sont passées sur ce fort. Alors, par contre, je vous préviens, le site est très très grand. Il y a énormément de choses à faire et à voir, donc je vous conseille de garder ça pour la fin de la journée. Ça reste ouvert jusqu'à 20h. D'après moi, il vous faut à peu près 2 heures pour vraiment profiter de tout ce qu'il y a à faire. On peut y retrouver notamment des petits musées, c'est plutôt des petites salles d'exposition qui, si j'ai bien compris, accueillent des expositions temporaires. On peut aussi retrouver un peu partout sur le site des outils militaires, puisque évidemment il faut le rappeler, mais c'était une fortification militaire, donc voilà, on peut trouver des canons, etc. On peut aussi retrouver sur le site l'église Saint-Georges, dont je vous avais parlé aussi au premier épisode, qui ressemble plus à un temple, avouons-le, qu'à une église, mais qui est vraiment magnifique, même si l'intérieur est un peu plus décevant. J'ai pas pu vous avoir des images parce que c'était interdit de filmer, mais voilà, si vous pouvez rentrer, allez-y, mais c'est pas non plus le truc à faire. Il y a bien entendu des cafés, restaurants. Il y en a 2 de ce que j'ai pu voir. En fait, c'est carrément un lieu de vie, puisqu'on va retrouver des bâtiments municipaux, on va retrouver une marina, donc c'est-à-dire un endroit où les propriétaires de bateaux peuvent laisser leurs bateaux. On va aussi retrouver une université, ou plutôt un conservatoire. Et donc, faut s'imaginer que ces étudiants, ils vont tous les jours sur ce site. C'est franchement dingue. Il y a même une petite plage, d'ailleurs, juste à côté de la marina. Et quand je suis passée par là, il y avait un étudiant, enfin, j'imagine, c'était un étudiant de musique avec sa guitare sous un arbre, le cliché absolu, mais franchement c'était super agréable, et en vrai j'étais vraiment super jalouse de ce type qui pouvait prendre sa petite pause juste à côté de son unif sur la plage, à Londres, franchement, enfin, le rêve quoi. Donc voilà, si je peux conclure par quelque chose, c'est prenez votre temps pour visiter l'ancienne forteresse, franchement, laissez-vous aller. Si vous voulez
visiter l'île de Corfou et donc aller en dehors de Corfu Town, je vous conseille vivement d'utiliser Greenbus. Franchement, c'était une super expérience. Alors déjà, c'est pas cher, puisque vous allez dépenser à peu près 5 € maximum pour aller où vous voulez sur l'île. Personnellement, j'ai choisi de voyager directement à partir du dépôt, donc j'ai été sur place, tout simplement parce que j'avais lu sur internet que c'était plus facile pour trouver des places assises, et franchement c'était un très bon conseil et je vous le transmets également. Maintenant qu'on a parlé de Greenbus, je vais vous parler de ma destination. Alors déjà, il faut savoir que le choix est quand même assez difficile. C'est-à-dire que Corfou comprend énormément de plages paradisiaques à visiter. Ouais, c'était difficile de choisir, mais mon choix a pas été très compliqué, puisque dans cette liste, un seul endroit était légendaire. Oui, ok, j'avoue, j'en fais un peu trop, mais en vrai, la légende raconte que Ulysse a échoué sur une plage à Corfou juste avant de pouvoir rentrer sur sa propre île qui était Ithaque. J'ai même pas réfléchi, je me suis dit, Ulysse a débarqué quelque part à Corfou, il faut que j'y aille. Enfin bref, c'était donc une évidence, clairement. Et l'idée même de commencer mon odyssée là où la vraie en était à son crépuscule me plaisait vraiment beaucoup. Enfin bon, je parle, mais je me rends compte que je n'ai même pas encore nommé cet endroit incroyable. J'ai nommé Paleokastritsa. En tout cas, si une chose est sûre, c'est que je n'ai absolument pas regretté mon choix. Je suis restée scotchée du début à la fin, même le trajet de bus était juste ouf, les paysages sont sublimes. Et arrivé sur place, tu te prends une de ces claques, mais monumentales. Je n'ai absolument pas de mots, donc je vais le dire en images. Évidemment, c'est un endroit parfait pour poser sa serviette toute la journée et profiter de l'eau cristalline. Mais avant ça, je vous conseille fortement d'entreprendre l'ascension de la montagne qui est accessible à partir de la plage principale et qui mène à un monastère. Même si la montée peut être assez fatigante, franchement, ça vaut tout à fait le coup. Parce que, je vous l'ai pas encore dit, mais Paleokastritsa, en fait, c'est une triple crique. Oui, vous avez bien entendu, triple crique, c'est-à-dire qu'il y a 3 plages et je peux vous garantir qu'elles sont toutes aussi belles les unes que les autres et tout au long de l'ascension, en fait, on découvre ces 3 plages et c'est complètement bluffant. Et que dire du monastère? Franchement, j'ai rarement vu d'endroit aussi paisible. J'ai vraiment passé un moment magnifique. Les gens étaient vraiment super gentils. La seule chose que je vous conseille, c'est de faire attention à ce que vous portez, comme dans tout lieu de culte. Il faut rester respectueux et donc faites attention si vous avez des mini-jupes ou si vous avez les épaules dénudées. Prévoyez quelque chose pour vous couvrir, en fait, tout simplement. Si vous suivez mes conseils et que vous entreprenez cette fameuse ascension, je vous conseille aussi de vous arrêter au restaurant juste à côté du monastère. Il y a une vue, mais dingue. Je suis restée 1 heure, sans blague, 1 heure entière, juste complètement éblouie par le bleu de la mer. Voilà, j'ai un peu
trop parlé, j'avoue, j'espère que je vous ai au moins intéressé, que ça vous a motivé à découvrir Corfou. Et surtout, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez déjà visité Corfou, par exemple, je suis très curieuse de savoir ce que vous avez visité en plus de ce que je viens de vous présenter. N'oubliez pas les commentaires, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Il faut dire que l'idée de... Mais non, mais il était bien la prise, hein.